Bien, bonsoir. Pour votre premier staff qui découvre, donc pour les staffs, on est accoutumé à avoir une petite présentation d'un quart d'heure, 20 minutes par un des seniors d'un des laboratoires ou des services participants sur son domaine de recherche, ce que je vais faire. Après, c'est à vous de jouer. Et puis après, en dernière partie, c'est Sékéné qui cliniquera sur un cas clinique qu'on lui a proposé. Je vais vous présenter une des activités de recherche qu'on a dans le laboratoire ici, dans le laboratoire de Nicolas, qui est un champ un petit peu original, qui consiste à s'intéresser aux microbes anciens dans des prélèvements anciens, en particulier des prélèvements humains anciens. Et donc l'histoire, pour nous, on est rentré dans ce champ finalement sollicité par les collègues d'anthropologie, du laboratoire d'anthropologie de la faculté de médecine, Olivier Dutour à ce moment-là, et également Michel Sinoyer, avec lequel on continue à travailler très régulièrement. Et ils sont venus nous voir parce que, comme je vais vous le montrer, ils ont démasqué un charnier de différents squelettes à Marseille et ont pu établir que ce charnier de squelette à Marseille correspondait à un épisode de mortalité brutale qui s'était passé dans notre ville au début du XVIIIe siècle. Et donc on va faire rapidement un bond en arrière dans les années 1720-1722, époque à laquelle la ville de Marseille était au moins autant qu'aujourd'hui et peut-être encore un peu plus engagée dans le commerce maritime avec différents ports de la Méditerranée, en particulier avec les ports du Proche-Orient de la Méditerranée, et plus particulièrement en mai 1720, il y a un navire qui a abordé, qui s'appelait le Grand Saint-Antoine, et qui a abordé Marseille pour décharger sa cargaison, qui était une cargaison de tissus précieux, de soieries, qui avait été embarquée à bord du navire dans un port de ce qui est l'actuel Liban. Ce navire avait été affrété par des commerçants marseillais, qui étaient donc des négociants en tissu, en soieries, et qui devait réaliser la cargaison précieuse de ce bâtiment au début du mois de juillet, où se tenait, à cette époque-là, je ne sais pas si ça continue encore ou non aujourd'hui, enfin, peut-être pas, mais au XVIIIe siècle, il y avait début juillet une foire à Beaucaire tous les ans, et à la foire de Beaucaire, les négociants marseillais transformaient leur cargaison en louis d'or. Donc le navire aborde au large de Marseille comme d'habitude, c'est-à-dire que les navires, j'y reviendrai rapidement, n'entraient pas directement au port, qui était déjà le port de la Joliette, c'était déjà sur l'emplacement actuel du port de la Joliette que les navires de commerce pouvaient aborder le port de Marseille, mais ils n'abordaient pas directement, les navires restaient au large. Le large était au moins le Frioul, et même en général beaucoup plus loin, jusqu'au large de la Ciotat en général. Donc le navire se présente, disons, en face à la Ciotat, il manifeste sa présence aux autorités du port de Marseille en demandant l'autorisation d'aborder à la Joliette, de débarquer hommes et des marchandises. En réalité, comme d'habitude, le navire est placé dans une semi-quarantaine pendant quelques jours, et puis au bout d'un certain temps, eh bien, la cargaison est quand même déchargée au port de la Joliette, et patatras, dès que la cargaison est déchargée à la Joliette, dans les jours qui ont suivi le débarquement, on assiste à Marseille à ce type de scène. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la ville, vous reconnaissez évidemment la mairie de Marseille, on la reconnaît très très bien. Donc on est devant le parvis sur la place qui sépare la mairie du port. Et donc vous voyez par exemple au premier plan de cette peinture photographie, une charrette, et puis si vous regardez un peu dans le détail, il y a quelqu'un qui est en train de mettre un cadavre dans la charrette. Bon bref, une catastrophe ça va sur la ville, une mortalité extrêmement importante ça va sur la ville, avec donc des scènes qui sont presque photographiées par ce peintre qui est Michel Serres. Et donc vous voyez que les scènes qu'il peint ont eu lieu en 1720, donc c'est bien un contemporain, il a observé sous ses yeux cette grande mortalité à Marseille en 1720-1722. Lui, manifestement, on est réchappé puisqu'il est mort 11 ans après. Et voilà, donc vous avez le vue du cours, c'est une peinture que l'on peut voir au musée de Marseille, vue du cours pendant la peste 1720. Et donc cette fois-ci, vous voyez, on n'est plus tout à fait devant la mairie, on est en réalité là dans ce qui s'appelait le cours La Reine, je crois, à cette époque-là, qui est actuellement le cours Belzins. Donc là, on reconnaît d'ailleurs aussi un peu, si on regarde bien
les bâtiments à l'angle du cours d'Alsace et de l'actuel Calumet. Et voilà donc un gros plan sur la peinture de tout à l'heure, où on voit des gens qui portent des cadavres, et puis les cadavres que l'on met dans les charrettes pour les emporter, pour les enterrer, justement sur le lieu qui a été démasqué quelques siècles après par les anthropologues. Pour les amateurs de peinture et de symboles, ce n'est pas tout à fait une photographie que réalise Michel Serres, parce qu'il y a cette image-là. Ça, c'est un bébé qui tête le sein d'une mère morte étalée sur le parvis de la mairie, et donc en fait c'est une figure symbolique, une figure de grammaire picturale pour indiquer que le peintre est en train de peindre une scène d'épidémie. Donc c'est un mélange de photographie probablement et de symbolique picturale. Bref, les choses s'étendent très très rapidement. Si on suit les flèches noires, on voit la progression de cette mortalité dans la ville de Marseille. Vous voyez au point A, en haut à droite, là, que cet épisode a bien effectivement commencé au niveau extramuros, finalement, au niveau du port, de l'actuel port de la Joliette, où le marchandise du Grand Saint-Antoine avait été débarqué, et puis rapidement elle va gagner ce qui est finalement ce qu'on appelle actuellement le Panier, qui est l'ancienne ville de Marseille, et puis elle va même déborder dans tous les secteurs orange, et en 1720, les secteurs orange, c'est la nouvelle ville, c'est la ville nouvelle qui a été bâtie en particulier à l'instigation de Louis XIV, qui a installé, ce sont les bâtiments rouges, qui a installé dans la ville moderne ces galères royales, et donc qui lui permettent de contrôler la ville de Marseille, une présence militaire extrêmement importante, de l'autre côté du port, juste en face, la vieille ville. Bon, bref, cette grande mortalité s'étend très rapidement, en quelques jours, quelques semaines, dans l'ensemble de la ville, et cela malgré donc, le dispositif de prévention des épidémies qui était en place depuis la fin du Moyen-Âge, qui fonctionnait très très bien, et dont on trouve des traces actuelles. Et là aussi, si vous connaissez un petit peu la ville, et bien ça, c'est le bâtiment qui est situé à l'extrémité du Vieux-Port, un bâtiment qui a été construit, ça tombe bien, l'année précédente, en 1719, qui était le bureau de santé qui hébergeait les officiers et le personnel de santé appointés par la commune de Marseille pour aller visiter les navires et maintenir les navires en quarantaine. Je n'insiste pas, mais ce système de prévention avait évidemment une faille qui est l'homme, comme souvent, et donc en pratique, les commerçants qui avaient affrété le Grand Saint-Antoine ont soudoyé un petit peu un officier de santé, un peu ou pas, je ne sais pas combien, mais enfin ils ont soudoyé un officier de santé pour qu'il accepte contre toute évidence de laisser débarquer la cargaison, et donc on a vu ce que ça a donné, donc malgré des figures héroïques, le chevalier rose, c'est-à-dire dont il parle à certains d'entre nous s'ils sont marseillais, et bien malgré des figures héroïques, un combat héroïque contre l'épidémie, celle-ci s'étend dans la ville, malgré donc les édits qui demandent à la population vivante d'aider à mettre les morts dans les charrettes et aller les enterrer. L'épidémie va déborder la ville de Marseille, en réalité elle va se répandre en sud de la Provence, elle va aller jusqu'au Mouventoux, jusqu'à Manosque, donc une extension quand même relativement importante de cette épidémie. Et là aussi, pour les amateurs d'histoire et de randonnée, eh bien, vous pouvez encore voir ce type de choses entre Aix-en-Provence et le Ventoux, par exemple, donc, au nord de la Provence, qui s'appelle toujours le mur de la peste. Et c'est un mur, effectivement, qui a été édifié par les troupes royales pour encercler la région de Provence qui était contaminée par cette épidémie. Et donc, du bon côté du mur, vous aviez des grenadiers qui empêchaient absolument toute personne d'évacuer, en quelque sorte, la zone contaminée. Donc, quelques années après, 276 ans plus tard exactement, les anthropologues ici de la faculté de médecine démasquent un charnier que vous voyez sur la droite, et très rapidement, ils s'aperçoivent que ce charnier qui est démasqué rue Leca, qui est une des rues sur les hauteurs du Panier, ils s'aperçoivent que ce charnier correspond en réalité à un charnier de l'Hôtel-Dieu que vous voyez sur le panneau de gauche, Hôtel-Dieu, donc qui à cette époque-là, jusqu'à un passé récent, avait une fonction d'hôpital. Tout à fait le cas. Enfin, depuis le XVIIIe siècle, c'était un hôpital. Cet hôpital hébergeait les victimes, les personnes qui étaient victimes de cette épidémie, dont la plupart mouraient. Alors, lorsque les anthropologues tombent comme ça sur un charnier avec les corps enterrés pêle-mêle et dans un lieu inhabituel, en dehors des cimetières habituels,
eh bien, on parle de charnier de catastrophe, et sur la partie droite de la diapositive, voilà en gros les 4 grandes catégories d'hypothèses qui peuvent être émises devant un charnier de catastrophe. Une mort violente, mais ça c'est rapidement éliminé par l'examen des squelettes qui montrent des traces de plaies par balle ou par arme blanche, ça n'était pas le cas. Et ensuite, eh bien, on va hésiter entre une mortalité massive par famine, c'était tout à fait possible, en réalité il n'y avait pas de données historiques qui allaient dans ce sens là, dans l'épisode actuel. Mortalité par froid, c'est toujours possible, bien entendu, là, entre mai et juillet 1720 à Marseille, il était peu probable qu'il s'agissait d'une mortalité par froid. Et puis mortalité par épidémie, bien entendu, c'est la piste sur laquelle ils sont à très juste titre partis. Et ils sont venus nous voir avec leur photographie de squelette en disant mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un épisode épidémique et si oui lequel. Donc voilà, ils avaient ça finalement à nous confier. Et donc la question c'était de savoir ce qu'on peut faire de ce type de prélèvement au laboratoire pour savoir s'il s'agit d'une épidémie. Alors ce que l'on a fait, ce que l'on a inventé finalement ici au laboratoire, c'est d'utiliser la pulpe dentaire qui est contenue à l'intérieur bien entendu des dents, la chambre pulpaire, comme un tissu, si vous voulez, sur lequel on peut rechercher des microbes anciens avec l'idée qu'il s'agit de microbes bactériémiques, septicémiques, parce que la pulpe est un tissu très richement vascularisé. Et l'idée naïve, mais enfin qui s'est confirmée sur plusieurs modèles, c'est que si la personne est décédée dans le cadre d'une septicémie, eh bien le microbe circulant dans le sang a lui aussi circulé quelque part dans la pulpe dentaire. En plus, la pulpe dentaire, c'est une circulation comme dans le cerveau de type terminal. Et donc l'idée, c'est que peut-être en analysant la pulpe dentaire, on peut avoir une connaissance d'un microbe responsable de mortalité à l'occasion d'une septicémie. C'est ce que l'on a fait. Donc on a fait ça par méthode moléculaire. On a utilisé la pulpe dentaire, on a extrait l'ADN total et on l'a amplifié pour tester l'hypothèse qui était la plus vraisemblable, qui était celle de la peste à proprement parler, qui est une maladie infectieuse liée à une bactérie qui s'appelle Yersinia pestis, et qui est une maladie infectieuse qui sévit toujours actuellement en zone tropicale, essentiellement en Afrique, République dite démocratique du Congo et Madagascar, qui sont les deux pays qui déclarent actuellement plusieurs milliers de cas de peste et plusieurs centaines de décès tous les ans, y compris à Madagascar. Donc pour faire ça, voilà un petit peu comment on a travaillé. Je ne sais pas si ça va marcher. Bon, enfin bref, c'est un petit film qui ne marche pas, c'est pas grave, pour montrer comment on avait récupéré la pulpe dentaire à partir des dents. Et donc, on a réalisé finalement une extraction d'ADN très conventionnelle, un système de PCR très conventionnel. On a séquencé les petits fragments, vous voyez 150 bases, 154, c'est la taille du fragment. On a séquencé, et en séquençant, on a obtenu une séquence qui, lorsque l'on la place dans les banques de données, confirmait qu'il s'agissait bien d'une séquence de Yersinia pestis. Donc, on avait montré de façon expérimentale pour la première fois que ces individus morts à Marseille, en réalité en 1722, très exactement pour ceux qu'on a étudiés, étaient morts de la peste liée à Yersinia pestis. Ce travail Princeps, qui a été fait maintenant il y a 14 ans, a été confirmé à plusieurs reprises dans la littérature par différentes équipes. Vous voyez tous les petits points marqués en couleur correspondent aux différents charniers qui ont été explorés en France, en Italie, en Allemagne, par différentes équipes et par différentes méthodes, confirmant que effectivement ces grands épisodes d'épidémie décrits dans les textes anciens correspondent au moins pour certains d'entre eux à ce qu'on appelle aujourd'hui la peste. Et puis assez récemment, ces travaux ont été encore confortés avec une approche expérimentale un petit peu différente qui a consisté sur des individus d'époque médiévale de Londres à reconstituer la totalité du génome de la bactérie Yersinia pestis en 2 morceaux. Ça, c'est un papier sur les plasmides, et puis un autre papier dans la revue Nature qui est paru quelques mois après, qui a reconstitué le chromosome. Et donc, on dispose maintenant du chromosome entier et des plasmides entiers de la souche responsable de peste médiévale à Londres, par exemple. Donc, ces différents travaux mettent fin à une controverse qui existait dans la littérature parce que ces grandes épidémies décrites, vous voyez, depuis ce que l'on appelle la peste justinienne au 6e, 8e siècle, en passant par la peste noire, la Black Death, comme le décrivent les anglo-saxons, à partir de 1347 et finalement jusqu'au XVIIIe siècle, comme on vient de le voir,
et puis de façon plus récente, la troisième pandémie dans laquelle nous sommes actuellement, qui a été démasquée à partir de la fin du XIXe siècle, notamment par Alexandre Yersin himself. Donc ça, c'est la pandémie actuelle. Hein. Eh bien, ces grandes vagues pandémiques historiques ont donné lieu naturellement à tout un corpus de littérature très très fleuri, chacun égalant son hypothèse. Tant que vous n'avez pas de confirmation expérimentale, finalement, vous pouvez bien émettre l'hypothèse que ces grandes mortalités historiques sont liées à ceci, cela, donc tout qui est passé, staphylocoque doré, l'anthrax, les grippes malignes, j'en passe et des meilleurs. Donc, finalement, tant qu'il n'y a pas de travaux expérimentaux, on peut bien écrire des romans comme on veut, ça ne mange pas de pain, et puis en plus ça se vend très très bien, parce que les gens, le grand public est très amateur de ce style de roman à moitié historique, à moitié scientifique. Bon, bref, donc la poésie est un peu retombée avec l'ensemble de ces travaux que l'on a initiés et que d'autres ont repris ensuite, qui montrent que tout ça, c'est la peste et Yersinia pestis, ça juste pour illustrer qu'on a travaillé non seulement sur, donc comme je vous l'ai montré, des épisodes du XVIIIe siècle, et puis après on a monté dans le temps, on a travaillé sur la peste noire, la Black Death médiévale, et puis on a travaillé également sur la peste justinienne, donc le VIe siècle, en travaillant avec différentes équipes d'anthropologie, en particulier les épisodes qui sont marqués là sur la diapositive, ont donné lieu à un travail en collaboration avec des anthropologues de Bordeaux cette fois-ci. En dehors des méthodes de PCR, on a mis en place une autre approche expérimentale qui est l'immuno-PCR, qui est figurée sur la partie droite de la diapositive et qui consiste à utiliser un anticorps spécifique, c'est le petit anticorps violet qui est marqué en bas, capture antibody contre Yersinia pestis, à mettre ce qui est marqué target protéine qui correspond en réalité à l'extrait protéine que vous faites de la pulpe dentaire, et l'idée c'est que si là-dedans il reste quelques protéines de Yersinia pestis, elles vont s'accrocher sur le petit anticorps violet et ensuite vous détectez cette réaction antigène-anticorps par un second anticorps qui est un peu en jaune pisseux sur lequel est greffé un fragment d'ADN et ce fragment d'ADN lui-même est amplifié par un système PCR. Donc c'est un système d'immunodétection dont le signal est amplifié par l'artifice d'une polymérase chaîne réaction. Donc on a utilisé ça aussi dans le laboratoire et on a démontré, c'est ce qui figure là-dessus, que là aussi en utilisant cette technologie, différents charniers qui sont démasqués en Europe correspondent bien à des charniers de peste. Une deuxième chose que l'on a travaillé dans ce domaine, c'est d'essayer de préciser la nature de la souche ou des souches de Yersinia pestis qui ont circulé en époque médiévale et en époque moderne en Europe. On distingue schématiquement trois grandes variantes de la bactérie Yersinia pestis, Apelanthicoa medievielis orientalis. Et pour aller très très rapidement, eh bien, si vous voulez, on a développé à cette occasion un système de génotypage. Il n'y avait pas de système de génotypage de la peste lorsqu'on a fait le travail. Maintenant, il y en a bien sûr sur la base des génomes, mais à ce moment-là, ça restait très original. On a développé donc, finalement le premier système de génotypage de Yersinia pestis que l'on a appelé joliment MST. Et donc, ce qui veut dire officiellement Multispacer Sequence Typing, et c'est à cette occasion, vous voyez, à l'occasion de travaux de paléomicrobiologie, qu'on a mis en place ce système-là, qui est maintenant utilisé en routine, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois au laboratoire, pour faire du génotypage de microbes que l'on isole aujourd'hui chez des patients contemporains. Donc c'est un exemple de transfert d'une technique utilisée au départ pour la paléomicrobiologie, transférée sur la microbiologie moderne et le diagnostic moderne des patients contemporains. Et très schématiquement, ça consiste à amplifier et à séquencer 3, 4, 5, 6 spacers intergéniques, à les séquencer et à avoir ainsi une empreinte par séquence de la souche. Et donc ça fonctionne très bien sur Yersinia pestis, ça fonctionne très bien sur d'autres microbes également, mais sur Yersinia, ce que l'on a montré, et ça sont des résultats qui sont contradictoires avec les résultats d'autres équipes, c'est que pour nous, tout au moins jusqu'à présent, toutes les souches que l'on a démasquées dans ces charniers anciens correspondent au biotype orientalis. Et encore une fois, c'est contradictoire parce que d'autres équipes ont trouvé des résultats différents. Donc il faut continuer à travailler dans ce domaine. Un dernier aspect que je vais vous présenter sur ces pestes anciennes, c'est un charnier qu'on a travaillé plus récemment à Bondy, comme vous savez peut-être, c'est en région parisienne. Donc l'anthropologue qui a fouillé ce très joli charnier de Bondy nous a envoyé pareil des prélèvements dedans.
on a fait toujours pareil. Et là, ce qu'on a pu montrer, c'est que certains individus étaient co-infectés avec la bactérie Yersinia pestis, mais également avec une autre bactérie qui s'appelle Bartonella quintana. Et cette deuxième bactérie, Bartonella quintana, qui est responsable actuellement de maladies contemporaines chez les patients contemporains, eh bien, elle a comme caractéristique d'être transmise d'homme à homme par les poux de corps. Et donc ça nous a beaucoup intéressé. Et on s'est posé la question, on s'était déjà posé avant, mais on s'est posé la question de savoir si Yersinia pestis pouvait aussi être transmise par les poux de corps. Alors ça, c'est assez original comme réflexion, parce que le schéma de la peste que vous trouvez dans les textbooks actuellement, ou dans les très bonnes revues, vous voyez, Nature Revue ou Microbiologie, même s'il y a référence à une dizaine d'années, mais enfin, c'est encore comme ça que c'est écrit aujourd'hui, eh bien, c'est que la peste est une maladie infectieuse due à la bactérie Yersinia pestis, qu'il s'agit d'une zoonose, puisque Yersinia pestis infecte avant tout des micro-rongeurs autour de nous, et qu'il s'agit d'une maladie d'inoculation qui est transmise à l'homme par un ectoparasite des micro-rongeurs, c'est-à-dire essentiellement une puce. Et donc le schéma, c'est celui-là, c'est que Yersinia circule dans les rats, dans tel ou tel micro-rongeur, dans les marmottes, et ainsi de suite, et puis, accidentellement, occasionnellement, une puce de marmotte, de rat, de souris, ceci, cela, peut piquer un homme et transmettre la bactérie Yersinia, et la personne va développer à ce moment-là une peste, sous une forme qu'on appelle peste bubonique. En réalité, ce schéma-là, il ne colle pas du tout avec les descriptions des pestes historiques. Il faut imaginer que l'estimation actuelle des historiens, des anthropologues sur Marseille, par exemple, c'est un tiers de la population détruite dans 4 ou 5 mois. Donc une mortalité vraiment massive. On a du mal à s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être que 300 000 personnes tuées à Marseille entre maintenant et le mois de février. On a du mal à imaginer un truc pareil. Pourtant, bon, c'est l'estimation que font les anthropologues et les historiens lorsqu'ils reprennent les données démographiques de 1720-1722 à Marseille. Et ça, une mortalité très massive comme ça colle mal avec un schéma où vous auriez eu à Marseille X milliers de rats avec X milliers de puces qui auraient piqué X milliers de personnes qui seraient décédées de la peste. Donc il y a tout un tas, si vous voulez, d'éléments comme ça sur lesquels je vais passer rapidement, mais qui collent mal avec ce schéma. Donc on était très intéressés par cette étude de Bondy sur laquelle on a posé la question de savoir si en réalité il ne pouvait pas y avoir une transmission. Et on a travaillé y compris sur le plan expérimental au laboratoire pour proposer un schéma un petit peu différent du schéma unique. Et on a ajouté, je passe les détails expérimentaux, mais deux choses essentiellement dans le schéma actuellement de la peste. D'une part, on a ajouté, ou on a démontré à nouveau, pour être très honnête, on a repris des travaux anciens en les remettant au goût du jour, qu'en réalité il s'agit très probablement d'une bactérie tellurique, c'est-à-dire d'une bactérie qui survit dans le sol très longtemps. Au laboratoire chez nous, elle a vécu pendant plus d'1 an dans le sol sans rien demander à personne. Et puis des expériences plus anciennes qui avaient été faites à l'époque par M. Mollaret, qui est maintenant décédé, un grand microbiologiste français qui a travaillé notamment sur la peste. Et puis bon, il ne s'était pas emmerdé, il avait pris la peste, il travaillait à l'Institut Pasteur Paris, il avait pris au laboratoire, il l'avait mis au fond de son jardin. Et puis effectivement, régulièrement, il allait faire des prélèvements au fond du jardin, vous trouvez que le Yersinia était toujours bien vivant. Donc il est à peu près clair qu'en réalité c'est au moins en partie une bactérie tellurique, c'est probablement une bactérie qui reste dans les terriers des micro-mammifères fouisseurs au moment où eux-mêmes décèdent de la peste. Et puis certains de ces mammifères fouisseurs sont un peu couillons, et donc au lieu d'aller creuser des terriers nouveaux, certains vont redécouvrir le terrier du papa ou du grand-père. Les marmottes, par exemple, font ça, elles vont creuser, elles vont redégager les galeries du grand-père au lieu d'en creuser de nouvelles. Et donc là, l'idée qu'on a, c'est que qu'est-ce qui se passe si la bactérie reste vivante dans le sol, et virulente, elle recontamine la nouvelle génération, par exemple, de marmottes, et puis le cycle repart. Bon, les marmottes ou les micro-mammifères se transmettent joyeusement la bactérie Yersinia pestis par des ectoparasites de style puce. Ces puces peuvent elles-mêmes piquer naturellement, éventuellement l'homme, ce schéma est tout à fait envisageable. L'homme peut même se contaminer directement sans puce au contact des animaux infectés. Mais ce que l'on a ajouté, c'est qu'à partir d'une contamination des micro-mammifères vers l'homme par une puce, il peut y avoir une transmission d'homme à homme par le coup de corps. Et donc l'idée que l'on a, c'est que ces grands épisodes de mortalité extrêmement brutales liés à la peste dans les épidémies anciennes étaient liés en fait à une transmission interhumaine par notamment, peut-être pas exclusivement, mais notamment les coups de corps. Ce qui n'est pas sans conséquence
sur les épidémies actuelles, puisqu'il reste, comme je vous l'ai dit, des épidémies essentiellement actuellement au Congo. Madagascar s'articule un peu différemment. Et il reste des épisodes épidémiques actuellement au Congo, dans des régions où manifestement les personnes atteintes ont également des coups de corps. Et donc on peut se poser la question si actuellement, pour contenir une épidémie de peste, il ne faut pas aussi lutter en même temps contre le coup de corps. Donc ces travaux, vous voyez, c'est un autre aspect. Ce ne sont pas simplement des travaux académiques et amusants à faire au laboratoire, mais amènent à réfléchir sur comment fonctionne une maladie infectieuse, avec potentiellement des conséquences actuelles sur la prise en charge actuelle d'un phénomène épidémiologique. Donc tout ça pour dire que ces travaux de paléomicrobiologie ont des apports pour les anthropologues. Les anthropologues et les historiens d'ailleurs fabriquent beaucoup de théories, mais souvent sans preuve. C'est un peu comme les châteaux de cartes qui reposent sur du sable. Bon, on contribue à bétonner un petit peu le sable. Je sais que c'est pas sympathique, mais c'est comme ça. Donc on contribue à bétonner un peu la base, de sorte qu'ensuite les constructions historiques et anthropologiques sont un petit peu plus solides, un petit peu moins chancelantes. C'est intéressant sur l'histoire de la connaissance. On n'a pas le temps de s'étendre, mais c'est pourtant un domaine extrêmement intéressant, celui de la nosologie, c'est-à-dire comment au fur et à mesure des siècles qui passent, les médecins ou les pas médecins d'ailleurs arrivent à reconstruire et à séparer les unes des autres les entités morbides. Ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant à étudier en sciences humaines. Et puis bien sûr sur le plan microbiologique, je vous ai indiqué les quelques intérêts que ça pouvait avoir. Alors où va-t-on actuellement? On continue à essayer de développer des techniques. On va rentrer, et on est déjà rentré d'ailleurs, dans le séquençage massif comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et donc on a un premier travail qu'on est en train de soumettre actuellement. Toujours pareil, on a pris la pulpe dentaire, on a tout séquencé dedans, on a trouvé effectivement la peste sur un autre charnier. Technique d'immuno-PCR que j'ai évoquée, il faut continuer à les travailler. Et puis ce que l'on va mettre en place dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est la sérologie sur les échantillons anciens. On va essayer de faire carrément une sérologie de maladies infectieuses sur les échantillons anciens en utilisant une technique Biacor. Et puis l'autre aspect, c'est de s'intéresser à d'autres échantillons anciens. Et on s'intéresse maintenant à ça, les coprovites, c'est-à-dire finalement les fesses solidifiées de nos prédécesseurs. Donc voilà un petit peu ce à quoi on s'amuse, mais au-delà de l'amusement, l'intérêt que cela peut avoir pour la microbiologie contemporaine et les maladies infectieuses contemporaines.